Pour ma part, je vais parler donc tout ce qui est qualité qui amenait à la qualification et le rôle, alors non pas du CRIJ parce que tout le monde sait à quoi sert le CRIJ, mais l'appui de la plateforme dans ce cas-là. Je vais partir sur une genre de chronologie, je vais prendre vite fait d'où ça vient et pourquoi on en est aujourd'hui amené à discuter de la qualité. Donc, au tout début, on avait à l'époque 2003 surtout les apparitions du référentiel géographique grande échelle en PACA qui a permis d'initier un bon nombre de lots de données qui est arrivé un peu comme ça où tout le monde était content de pouvoir en disposer et de pouvoir un peu faire mumuse avec, comme on dit, d'avoir plein de données qui apparaissaient. Je pense notamment au référentiel IGN et à l'époque les référentiels cadastraux, alors qui n'étaient pas encore sous l'effigie PCI Vecteur, mais qui a amené, alors les PMC, c'est plans minutes de conservation, hein, toutes les origines du PCI Vecteur. On est bien entendu la BD parcellaire avec l'appui de la BD topo, etc. C'est à partir de ça qu'on a commencé vraiment à mettre les mains dans des gros lots de données complexes SIG, avec des bases qui étaient identifiées, qui étaient récoltées et, on va dire, structurées. Du moins, pour l'époque, elles étaient très bien structurées. Personne ne trouvait à redire. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient à cette période-là, on va dire c'est du grand n'importe quoi, mais c'est normal, il faut vivre avec son temps aussi. Et on avait l'interopérabilité sous-jacente avec la mise en avant des programmes européens qui commençaient à voir le jour, et notamment la directive Inspire qui est apparue en 2007, bien qu'elle ait été transcrite après dans le droit français en 2010, mais ça a commencé un peu à travailler du côté de la structuration de toutes ces données qu'on trouvait de part et d'autre. Fin 2006, comme l'avait dit Romain tout à l'heure en début de matinée, on avait fait une journée technique catalogage. Pour ceux qui étaient présents à l'époque, moi j'y étais pas, parce que je n'étais pas encore arrivé. Avec déjà dans les fiches de métadonnées l'apparition de quelques critères qu'on commence à voir aujourd'hui sur une partie qualité. Je ne vais pas vous parler des métadonnées, mais notamment tout ce qui est représentation spatiale, description de contenu et système de coordonnées. Ce sont des choses aujourd'hui qu'on demande et qui sont plutôt imposées dans les données qu'on essaie de diffuser, qu'on essaie de mettre en ligne. Sur la période d'après 2007-2011, on a ce qu'on appelle AppFAR, très compliqué à dire, la plateforme d'animation régionale version 2, qui a permis de mettre en exergue un peu toutes les données IGN et de les contrôler un peu plus précisément en fonction d'un descriptif de contenu et de livraison. Donc le rôle de l'opérateur CRIJ, c'était de dire si c'était bien ou pas. En gros, est-ce que l'IGN avait vraiment respecté ce qu'il avait dit dans son cahier des charges. Alors, je vous ai mis deux exemples de ce qu'on appelle VA et VSR, vérification d'aptitude et vérification de services réguliers. Merci. Rapprocher, ça n'a rien à voir. En gros, c'était des fiches toutes simples, hein, Word, avec des fiches Excel et des petits scripts qui tournaient en Python derrière, qui pouvaient permettre de faire des ratios par rapport à ce qui était demandé. Alors, des ratios en pourcentage en fonction de certains critères, de complétude de champs, de complétude de données, etc. Mais la finalité, ça permettait de dire concrètement si c'était propre ou pas par rapport à ce qui avait été demandé. Bien entendu, avec ça, on a eu les livraisons continues de données métiers, qu'on a encore aujourd'hui, mais encore très hétérogènes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, disparité de technologie et disparité d'approche des données en elles-mêmes. On a tous aujourd'hui un SIG quelconque, QGIS, on va dire, il y a MapInfo, il y a Esri, etc. À l'époque, on avait tout, mais pas partout. Donc forcément, on avait une difficulté de s'appréhender le logiciel qui avait permis de générer telle ou telle couche, qui fait que derrière, on récupérait par un autre logiciel qui ne le supportait pas de la même manière. Du coup, c'était assez complexe. Nous, on n'avait pas mis de blocage particulier, sauf sur les métadonnées, parce que c'est ce qui était demandé, et c'est ce qui est encore demandé aujourd'hui. Donc on forçait quand même à dire ce que c'était comme donnée, mais après, on ne rentrait pas forcément dans le détail technique de la donnée elle-même en disant on vous la refuse parce que la projection n'est pas la même que les autres, etc. Ça change un peu aujourd'hui. On a des référentiels qui sont beaucoup plus stables et qualitatifs qu'avant. Des données métiers qui sont en augmentation, mais encore trop hétérogènes pour certaines thématiques surtout.
Un accès aux données qui est quand même de plus en plus facile, mais vous le savez aussi bien que moi que les métadonnées sont de plus en plus difficiles car c'est contraignant. Il faut se les farcir, comme on dit dans le jargon, dû à un problème de sémantique. Données libres open data plus accessibles, mais rendues moins compréhensibles. Alors, je modère quand même ce que j'ai marqué. C'est pas partout et pour toutes les thématiques vrai, mais la plupart du temps, vous avez moins de contraintes de données libres open data que vous mettez en lien ou en ligne. Et forcément, derrière, il y a moins de contraintes, donc il y a beaucoup plus, où il peut y avoir un peu plus d'erreurs que quand c'est un peu plus codifié. Une question par contre, comment concilier l'accès aux données, la complétude de ces données et la qualité? Moi, je vois deux solutions. La première, en simplifiant. C'est bien, c'est plus rapide, mais par contre, on contourne le problème. Une deuxième, en accompagnant. Un des rôles principaux du CRIJ, mais il faut être au courant de tout ce qui se fait au niveau des normes. Et pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, il faut prendre les deux. Donc, comme le disait Yves ce matin, simplifier des choses pour le commun des mortels, mais sans dénaturer pour autant tout ce qui est normes et conceptualisation de la qualité. Et derrière, en accompagnant, c'est-à-dire en expliquant en gros comment ça marche et concrètement à quoi ça sert et qui ça dessert en fonction des usages, etc. Je vous ai pris l'exemple de quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. La plupart d'entre vous sont au courant. Je gère tout ce qui est urbanisme au CRIJ. Certains me voient dans notre réunion urbanisme, donc je vais vous en reparler, ça faisait longtemps. On a un marché en cours qui permet de mettre la norme CNIJ, qui est, on va dire, plus ou moins obligatoire, et qui le sera en 2020 pour les PLU, pour une diffusion nationale sur le géoportail de l'urbanisme. Donc on a un marché qui permet de normaliser tous ces documents d'urbanisme-là. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une genre de chaîne de contrôle, mais qui est surtout un contrôle de conformité à un standard. Comme le disait bien Yves tout à l'heure, et Mathieu aussi, c'est une conformité qu'on vérifie, non pas des contrôles qualité. La différence est quand même notable. C'est-à-dire que là, on va vérifier, en fonction d'un cahier des charges, que les spécifications sont bonnes. Et non pas nous attribuer un critère de qualité en fonction des critères qu'on trouve dans la norme. Il faut quand même faire le distinguo, même si c'est très proche. Donc nous, on vérifie sur ce qu'on nous rend, on va dire, enfin ce que le prestataire nous rend, la présence des éléments obligatoires, la géométrie, les lacunes, recouvrement, hauteur, intersection, etc. Les données attributaires, le décalage par rapport au cadastre. Alors pour faire un aspect technique, je vous ai mis la formule, mais bon, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. La chronologie des champs date, alors ce que disait tout à l'heure Mathieu avec l'exemple date valide, data pro, et un rapport de contrôle qui permet derrière d'identifier clairement et de donner à un prestataire ou à l'utilisateur l'état de sa donnée. Je me suis amusé à faire correspondre ça avec tout ce qui concerne la qualité. Et on retrouve alors, encore une fois modéré, parce que c'est quand même pas aussi simple que ça de rajouter une flèche avec le terme, mais on retrouve un peu ce qu'on a vu ce matin sur des critères de qualité, sur l'exhaustivité, cohérence topologique, les domaines de valeur, les précisions de position, qualité temporelle et la méthode de représentation également. C'est-à-dire qu'on part sur une chaîne de contrôle, mais le but final est quand même de donner un avis technique sur une représentation qui est pour nous une conformité ou la qualité. Quel est l'intérêt? Pour nous, c'était une plus-value en comparaison au validateur du GPU que vous pouvez trouver en ligne sur le géoportail de l'urbanisme. C'est-à-dire que nous, on effectue plus de contrôles que ce que lui demande pour la mise en ligne. Il n'y a pas d'obligation légale, bien entendu, à se conformer au validateur du CRIJ, mais plutôt à celui du GPU. La question qui est posée, c'est quel est le niveau de qualité à imposer dans ce cas-là? Et la commune de Arles, Alain, tu es en face de moi, on a un cas concret en ce moment, c'est quel critère de qualité imposer quand dans un cahier des charges, par exemple, on impose celui du GPU, et c'est ce qui est imposé aux collectivités. Encore une fois, et là je rebondis sur Lionel, pas physiquement, mais c'est l'usage. Quel usage on veut faire des données? Alors je vous ai mis ce que ça représente pour une couche. Bon, les utilisateurs d'FME le reconnaîtront. Celui-là, c'est le script qui permet de faire le contrôle juste de la couche du zonage d'urbanisme. Alors je vous ai pas zoomé là pour l'instant volontairement. Vous voyez que c'est quand même pas quelque chose de simple à mettre en place. Ça tourne bien, ça permet de générer un rapport HTML, d'injecter une couche en entrée, de faire tous les tests qui sont demandés lors d'un contrôle de conformité du cahier des charges du CNIJ. J'ai fait quand même quelques zooms sur les parties. Alors par exemple là c'est pour un DBF, ça vous contrôle les champs, les types, les valeurs, la complétude.
Ici, la couche de zonage. Ça vous sort des listes de zonage, les géométries, les dates, les infos générales, en évitant bien entendu à chaque fois de rentrer dans le dur de la couche. C'est-à-dire que ça vous sort un rapport HTML qui vous liste tout. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que ça soit lisible au final. Là, c'est sur les champs, les types, les valeurs, les complétudes aussi. Cette partie-là, c'est sur tout ce qui est lacune, recouvrement, auto-intersection, parce que bizarrement, le GPU ne le fait pas. C'est comme ça. Ça, c'est une partie qu'on a rajoutée. Alors, Thomas Portier de Datacode vous en parlera plus cet après-midi dans sa partie sur un outil. Je ne vais pas donner plus de détails que ça. C'est un découpage à la parcelle plus de test des valeurs à modérer. C'est-à-dire qu'on a rajouté, nous, la possibilité de dire attention, le zonage découpe une parcelle, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est peut-être juste. À vous, au service urbanisme de la collectivité en question, de modérer, de donner votre avis. C'est-à-dire qu'on met la possibilité d'un contrôle qualité métier, non pas nous au CRIJ, parce qu'on n'a pas la compétence urbanisme, mais de le dédier à la personne ou à l'organisme qui a cette compétence-là. En l'occurrence, la collectivité, la commune, le PCI, bref, l'autorité compétente. Tout ça basé sur le PCI vecteur qui, bien entendu, est le millésime qui a servi à l'approbation du plan. On ne va pas mettre un autre plan qui n'est pas d'actualité avec le zonage. Et voilà le rapport de sortie, alors qui est un peu brut, hein, c'est du HTML basique avec un modèle derrière, et on fait remplir les cases par le logiciel FME hein, qui va remplir petit à petit tout ce qu'on lui demande. On a ça pour la couche zone urbain, mais on a ça pour toutes les couches qu'on va rencontrer dans le PLU en question. Donc il y aura autant de rapports que de couches. En plus de ça, on a une couche SIG d'erreur. Donc tous les objets qui sortent en erreur ou qui sont à modérer ressortent par une autre porte. Et c'est ce qui permet d'envoyer ça soit au bureau d'études, soit à l'autorité compétente pour lui dire « Pouvez-vous me contrôler ça et donner votre avis ?» Et ainsi que les libellés des erreurs pour essayer d'avoir un peu plus de phrases et de choses simples à lire plutôt qu'un seul code. Et après, il faut faire fouiller dans la doc pour pouvoir trouver la vraie réponse. Là, c'est un zoom juste sur la même fiche. Là, on a des informations sur la projection, la liste des champs, le nombre de champs obligatoires, et derrière, on a une balise qui nous dit si c'est faux ou si c'est valide, ce qui nous permet derrière, nous, d'un coup d'œil, enfin moi en l'occurrence, de voir s'il y a une erreur dans les champs de base de la couche. Si moi, ces étapes sont validées petit à petit, j'avance, etc. Après, c'est une méthode hein, qui est en interne, hein, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui me permet, moi, de contrôler facilement les PLU. Derrière, dernière partie, 2016-2017, 3 petits points. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on met petit à petit en place au CRIJ. Notre but, c'est l'homogénéité, conformité, qualification des données métiers par le CRIJ. Là, je vous ai pris l'exemple des PLU, parce qu'on est dedans, mais on va essayer de généraliser ça pour toutes les données métiers. Pas aussi précis, parce que c'est pas l'intérêt de bloquer sur des contrôles qualité et de dire c'est pas bon, donc on les met pas, mais sur des choses simples déjà dans un premier temps, basées sur les critères, on va dire simplifiés de la norme ISO 1957, à l'aide des fiches justement méthodologiques du CEREMA que vous avez eu ce matin en présentation, qui permettrait de dire sur certains critères et de charger des données en disant bah là c'est bon à ce regard-là, sur telle manière, sur telle précision, sur telle exhaustivité, et de valider derrière et de donner une mesure de qualité par type de données. C'est le petit graphique en bas que vous voyez, où on aurait une qualité mesurée d'une part et une qualité qu'on pense être la bonne. Et en fait, c'est ce ratio entre les deux qui est intéressant à mettre en avant, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps la même persuasion que l'utilisateur, entre le producteur et l'utilisateur. Pour un producteur, sa donnée sera peut-être forcément bonne, mais d'un point de vue usage, on n'aura peut-être pas la même utilisation et du coup, peut-être pas la même représentation. Et c'est ça qui est intéressant, aussi bien pour le producteur que l'utilisateur, de voir comment on peut faire évoluer ces lots de données ou pas. Voilà, tout l'intérêt, tout l'enjeu se trouve, nous, ici, pour le CRIJ, pour essayer de quantifier de donner un aspect qualitatif à toutes les données métiers qu'on reçoit régulièrement, alors que ça soit de la conformité à un standard, soit sur des critères qualité purs, pour pouvoir derrière donner plus d'informations sur les données que l'on diffuse, nous, derrière, sur la plateforme régionale. Je vous remercie et je vous laisse pour aller manger.